Allez, c'est parti! Bienvenue à tous, chers apprentis en CAP et en BP, pour ce tout nouveau décryptage pensé spécialement pour le terrain. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Décryptons le DTU 59.1. Alors imaginez un peu la scène. Il est 7h du mat, le café fume encore dans le gobelet, on arrive sur un chantier tout neuf, l'odeur du plâtre frais, le béton brut, l'effervescence, on y est. Mais attention, sur ce terrain de jeu, avoir un bon pinceau et un bon rouleau, ça ne suffit pas pour exceller. Non. Le vrai atout du pro, l'arme secrète qui va faire la différence entre un simple exécutant et un véritable maître de son art, c'est la connaissance parfaite des règles du jeu. Et ces règles, elles portent un nom bien précis. Et ce nom, c'est le DTU 59.1, le document technique unifié. Alors je vous arrête tout de suite, il ne s'agit absolument pas d'une vieille paperasse administrative hyper ennuyeuse qui prend la poussière dans un bureau. C'est littéralement tout le contraire. Ce DTU, c'est la norme officielle, la norme contractuelle qui régit tous les travaux de peinture en feuille mince dans le bâtiment. Concrètement, c'est notre code de la route. C'est le document qui garantit qu'on va fournir un travail de très haute qualité. Mais surtout, et c'est là que c'est fort, c'est votre bouclier absolu en cas de litige avec un client mécontent. Si vous avez respecté la règle, votre travail est inattaquable. Point barre. Du coup, pour bien piger cette norme, on va suivre exactement la même chronologie qu'un vrai chantier. Au programme, 1. L'introduction à notre guide terrain. 2. La préparation et les conditions climatiques. 3. Les matériaux et les produits. 4. La maîtrise des fameuses finitions A, B et C. Et pour finir, 5. Les contrôles et la réception. On attaque donc tout de suite avec la première étape, l'introduction au guide terrain. Bon, avant même d'ouvrir le moindre pot d'impression, il faut déjà savoir si on a le droit d'utiliser cette norme pour notre chantier. Le champ d'action du DTU 59.1, il est super vaste. Il est applicable presque partout. Travaux neufs, rénovations, en intérieur, en extérieur, et ça dans toutes les zones climatiques de France, même sous la chaleur tropicale des dom-toms. Il couvre des supports comme le plâtre, le bois, le béton, les métaux. Mais attention, il y a des exceptions majeures. Ce DTU est strictement non applicable pour peindre des sols, pour imperméabiliser des façades ou pour les enduits de plâtre en extérieur. C'est crucial de s'en souvenir. Peindre un sol de garage, par exemple, ça répond à une toute autre réglementation. Ce qui nous amène logiquement à la phase 2, la préparation et les conditions climatiques. Ok, donc on sait qu'on est dans le cadre du DTU, mais l'heure n'est toujours pas à la peinture. Là, le peintre doit presque se transformer en météorologue. Et la norme ne laisse aucune place au hasard. Imaginez qu'on soit un matin brumeux de novembre. En extérieur, la température doit obligatoirement se situer entre 5 et 35 degrés, avec une humidité strictement inférieure à 80%. Si l'hygromètre affiche 82% dehors ce matin-là, c'est simple, l'application est formellement interdite. En intérieur, c'est minimum 8 degrés et pas plus de 70% d'humidité. Petite parenthèse pour l'outre-mer, le climat tropical permet une tolérance plus haute, soit 90% d'humidité en extérieur et 75% en intérieur. Et ces règles climatiques, elles vont de pair avec l'état du support. Parce que, soyons honnêtes, vérifier l'humidité de l'air, c'est complètement inutile si le mur est crade. Le DTU 59.1 est intransigeant là-dessus. Tous les supports, que ce soit du béton brut, du blaco, du bois ou du métal, doivent être impeccables. Ça veut dire propre, sans aucune tache d'humidité, de moisissure ou de salpêtre, et surtout rigoureusement dépoussiérés. Si on zappe l'époustachage, on fonce tout droit vers un défaut d'adhérence. Et là, la faute professionnelle est actée. On passe à la troisième partie, les matériaux et les produits. Le chantier est sain, l'air est parfait, le support est nickel. C'est le moment d'explorer notre arsenal. Et quand on regarde les fiches techniques, toutes ces classifications de produits peuvent paraître un peu complexes. Mais elles s'appuient sur des normes hyper précises, comme la NFT 36005. Qu'on utilise une peinture à l'eau classique, une peinture silicate, une sous-couche ou un mastic, chaque produit sur le chantier doit cocher ces cases normatives. C'est ce qui va garantir que tout réagit bien chimiquement et que la peinture tiendra dans le temps. En fait, choisir le bon produit, ce n'est pas du tout au feeling, c'est une science appliquée. Et nous voici dans le vif du sujet avec la partie 4, maîtriser les finitions A, B et C. Là, on entre vraiment dans l'arène. C'est la phase d'exécution par excellence, le moment où l'exigence du client rencontre votre technique. Et il suffit de voir la liste des tâches préparatoires sur un support comme le béton brut pour réaliser l'impact d'une simple petite lettre sur un devis. Pour une finition basique, un brossage et un égranage peuvent faire l'affaire. Mais plus on monte en gamme, plus c'est du sport. Impression spéciale, dégrossissage, enduire passé, pansage, couche intermédiaire. Passer d'une finition courante à une finition hyper soignée, ça multiplie littéralement la charge de travail. D'où l'importance vitale de bien estimer la finition demandée avant de commencer. Pour que ça soit limpide pour tout le monde, voici la règle d'or des extrêmes. D'un côté, on a la finition C. Ça, c'est du basique. La peinture vient juste apporter de la couleur. Les défauts du mur restent visibles et on tolère même quelques embûts ou traces de reprise.
c'est juste un habillage. Et à l'opposé total, on a l'exigeante finition A. Là, c'est tolérance zéro. Le mur doit être parfaitement plan, l'aspect doit être incroyablement uniforme. Et d'ailleurs, petite info à graver dans vos mémoires, la finition A n'est jamais, au grand jamais, autorisée sur des supports métalliques, selon le DTU. Pas de discussion possible. Et entre ces deux extrêmes, on trouve la finition B, le fameux juste milieu. L'aspect général reste plat, mais on ferme les yeux sur de toutes petites traces d'outils ou de légers défauts. D'ailleurs, un truc fondamental à savoir, si l'architecte oublie de préciser le niveau de finition dans les documents du marché, bam, c'est la finition B qui s'applique par défaut. Même chose pour la brillance. S'il n'y a rien de précisé entre très mat, satiné ou brillant, le DTU tranche pour vous, ce sera un aspect satiné, mat à moyen par défaut. Allez, on arrive à la toute dernière étape, la partie 5, les contrôles et la réception. Ça y est, les couches sont appliquées, tout est sec. Le chantier touche à sa fin, mais attention, la partie n'est pas encore gagnée. C'est le moment de la validation finale. Et l'architecte va utiliser une grille de lecture très stricte pour vous évaluer. Il va regarder la couleur à l'œil nu, mesurer la brillance pour voir comment la lumière tape sur le mur et bien sûr vérifier si l'état correspond bien à la finition A, B ou C demandée. Il aura l'œil rivé sur vos rechampissages. Ces lignes de démarcation doivent être ultra nettes, zéro bavure. Enfin, il peut même lancer des tests d'adhérence. Si vous passez tout ça haut la main, félicitations, l'ouvrage est livré dans les règles de l'art. Vous l'aurez compris, maîtriser toutes ces règles, c'est pas juste une contrainte pour faire joli. C'est vraiment ce qui élève notre métier manuel au rang d'expertise technique. Et d'ailleurs, pour conclure, ce document de formation a été réalisé par le BTP CFA Picardie, site de l'Oise. Les secrets du DTU 59.1 sont maintenant entre vos mains et votre bouclier professionnel est forgé. Alors posez-vous cette question pour votre prochain chantier. Allez-vous vous contenter d'être un simple exécutant ou allez-vous choisir d'appliquer l'excellence ?